Bienvenue à toutes et à tous dans notre webinaire 30 minutes pour s'informer et mieux accompagner. Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire de la commission recherche. Donc on l'espère une longue série. Donc là, pour vous le dire, le format prévu, donc c'est 20 minutes de présentation, 10 minutes où on aura un échange donc avec Marion Dutoit, donc qui va nous présenter sa thèse. Marion qui est donc attachée temporaire à l'enseignement et à la recherche à l'université de Lille. Pour situer un petit peu la commission recherche, donc c'est une commission qui a vu le jour il y a 4 ans. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des liens et amener la recherche directement sur le terrain. Pas pour ambition de révolutionner les accompagnements, mais vraiment de pouvoir éclairer les terrains avec des nouvelles connaissances actualisées. Juste un dernier détail, donc ça s'inscrit vraiment dans une dynamique de collaboration avec les universités de plus en plus, et l'idée c'est de pouvoir entretenir en fait des contacts entre l'association des papillons blancs Roubaix Tourcoing et les différentes universités avec lesquelles on collabore, même si c'est pas aujourd'hui concrètement formalisé. L'idée c'est vraiment d'avoir un process qui se structure au fil du temps et de pouvoir de fait apporter de plus en plus de nouvelles connaissances enrichies par la recherche directement pour le terrain. Bonjour à toutes et tous, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire intitulé « Usage des réseaux sociaux par les personnes présentant une déficience intellectuelle, quelques pistes d'accompagnement ». Ce travail a donc été réalisé en effet dans le cadre de ma thèse de doctorat en psychologie, qui a été co-dirigée par le professeur Yannick Courvois et la maîtresse des conférences Marie Vanier. Vous constaterez que j'ai souvent tendance à utiliser le « nous ». C'est tout simplement car j'évoque ici un travail collaboratif avec mes directeurs de thèse et de nombreux professionnels du médico-social. Avant de commencer, je souhaite remercier la commission de recherche des papillons blancs Roubaix Tourcoing pour leur invitation aujourd'hui, et particulièrement Alexandre Giraud pour le travail d'organisation. En guise d'introduction, je vais vous présenter les travaux de différents chercheurs dans lesquels notre étude est ancrée. Notons tout d'abord qu'à partir de 13 ans, les adolescents peuvent s'inscrire légalement sur les médias sociaux avec l'accord de leurs parents. Et dès 15 ans, ils n'ont plus besoin de cet accord qui marque en fait l'âge de la majorité numérique. À cette période qu'est l'adolescence, les jeunes ont un besoin croissant d'établir et de maintenir des relations étroites avec des jeunes du même âge. Notre travail part du constat que les adolescents utilisent les médias sociaux, tels qu'Instagram ou encore TikTok, pour répondre à ces besoins relationnels. Il est important néanmoins de distinguer l'usage des réseaux sociaux et les motivations en ligne des bénéfices susceptibles de dériver de ces usages. Parmi les opportunités susceptibles d'être perçues en ligne, nous avons focalisé notre attention sur le soutien social. Le soutien social, ça compose en fait de deux identités distinctes, la disponibilité et la satisfaction. La disponibilité, ça se réfère en fait au nombre de personnes qui sont susceptibles d'apporter de l'aide en cas de besoin à un individu, tandis que la satisfaction, ça reflète l'adéquation perçue entre les attentes et les besoins d'un individu et le soutien qu'il a effectivement reçu. Ainsi, nous sommes partis des constats suivants. Plus une personne a de relations proches et variées, plus elle a tendance à se sentir soutenue socialement. Les personnes avec déficience intellectuelle ou présentant un développement intellectuel ont néanmoins moins de contacts sociaux et un réseau moins diversifié que leurs homologues au développement dit typique. Face à ces constats, nous pouvons souligner le potentiel du numérique, et notamment des médias sociaux, qui sont envisagés comme un lieu où il est plus facile de nouer des relations sociales et d'être à l'aise. Et ces outils, en fait, sont perçus par les personnes avec un trouble du développement intellectuel comme permettant d'accroître leur sentiment d'appartenance à la vie collective. Une étude a également mis en évidence que les jeunes interagissant sur les réseaux sociaux déclarent avoir plus d'amis que leurs homologues non utilisateurs des réseaux sociaux. Dans ce contexte, nous avons réalisé une étude visant à analyser les liens entre l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes présentant un trouble du développement intellectuel et le soutien social, qui, je vous rappelle, du coup, se décompose entre la disponibilité des autres pour aider et la satisfaction à l'égard de cette aide. On suppose que les utilisateurs des réseaux sociaux, comparativement aux non-utilisateurs, auront un plus grand nombre de personnes disponibles pour avoir du soutien social et une meilleure satisfaction à l'égard de ce soutien. Les objectifs de l'étude incluaient aussi d'explorer la perception des risques et des avantages de l'usage des réseaux sociaux
en interrogeant directement les personnes concernées, à savoir en l'occurrence les jeunes présentant un trouble du développement intellectuel. C'était aussi l'occasion d'évoquer les émotions en ligne dans le cadre de ces entretiens. Ainsi, 46 jeunes présentant un trouble du développement intellectuel ont pris part à l'étude. 33 étaient utilisateurs des réseaux sociaux et 13 n'utilisaient pas les réseaux sociaux. Ils étaient âgés en moyenne de 16 ans. Donc vous voyez qu'ici, j'ai mentionné le fait que les jeunes avaient en moyenne 16 ans et présentaient un trouble du développement intellectuel, ce qui ne signifie pas que les recommandations qu'on aura eu l'occasion d'évoquer ensemble ne concernent pas les adultes ou d'autres jeunes qui ont des comorbidités associées. Dans une première étape, les jeunes issus du groupe non utilisateurs des réseaux sociaux ont répondu à des questionnaires sur le soutien social au cours d'entretiens individuels. Pendant ce temps, les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux ont pris part à un entretien plus libre qui a été réalisé. Dans une deuxième étape, parmi les utilisateurs des réseaux sociaux ont répondu au même questionnaire de soutien social que les non-utilisateurs des réseaux sociaux. Je me permets de vous apporter quelques précisions concernant les entretiens. Les entretiens consistaient à passer en revue 20 scénarios créés spécifiquement pour l'étude. Il y avait 10 scénarios qui étaient censés représenter des risques en ligne et 10 scénarios qui étaient censés représenter des opportunités en ligne. Par exemple, concernant les scénarios qu'on a créés pour représenter des risques en ligne, il y avait le fait qu'on peut recevoir des demandes d'argent en ligne. On peut aussi recevoir du contenu violent en ligne, ou encore parler à un inconnu, ou recevoir une demande de quelqu'un qui nous demande une photo dénudée. Concernant les scénarios censés représenter des bénéfices, il y avait par exemple le fait qu'on pouvait aider un ami en ligne, garder le contact avec les autres, faire partie d'un groupe de discussion, publier du contenu, etc. Donc je vous présente ici quelques exemples. Alors à gauche, vous avez le scénario qui est censé représenter le fait de garder contact. Je dis toujours censé représenter parce que c'est ce qu'on a voulu représenter. Après, les jeunes peuvent voir autre chose. Et c'est ça dont on va discuter avec eux. À droite, vous avez l'opportunité de discuter en ligne plutôt que dans la vie réelle. Le participant à l'étude devait imaginer qu'il recevait un message où on lui disait tout à l'heure, j'ai voulu parler de quelque chose, j'ai pas trop osé dans la vie réelle. Est-ce que ça te va si on en parle par message? Voici maintenant deux autres exemples concernant les risques en ligne. À gauche, vous avez le risque d'escroquerie. Le participant, face à ce scénario, devait imaginer qu'il recevait un message de la part d'un inconnu qui lui disait qu'il avait besoin d'argent pour aller voir sa grand-mère qui était malade. À droite, vous avez un autre scénario auquel les jeunes ont été. Il s'agit d'un scénario où il y a un inconnu qui vient prendre contact tout simplement avec le participant. Donc à chaque scénario présenté aux jeunes, les participants devaient expliquer, est-ce que c'était une situation qui était positive, négative pour lui, est-ce que c'était mauvais ou bien, toujours en se situant à sa propre échelle. Qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation-là ou qu'est-ce qu'il a déjà fait s'il a vécu quelque chose de similaire et quelle émotion il a ressenti ou il ressentirait. Pour ce faire, il pouvait se baser sur deux aides visuelles. La première à gauche était pour aider le jeune à s'exprimer sur la perception d'un risque ou d'une opportunité en ligne. Et à droite, vous voyez des images représentant différentes émotions, dont lequel le jeune pouvait se saisir ou non. C'était au choix. Tous les entretiens, ils ont été retranscrits mot par mot. Et en fait, après, on a fait une analyse thématique, ce qui implique de rechercher les thèmes récurrents dans les différents entretiens. Ensuite, je vous expliquer que pour chacun des groupes, les non-utilisateurs et les utilisateurs des réseaux sociaux, chacun ont passé un questionnaire de soutien social. Je vais vous présenter ce questionnaire. La mesure du soutien social impliquait de passer en revue différentes situations. Et à chaque fois, on demandait à la personne quelle personne était disponible pour t'apporter de l'aide dans telle situation. Par exemple, pour te consoler, quelle personne est disponible pour toi? Donc le jeune allait me répondre, mon parent, un éducateur, etc., etc. Puis venait une deuxième question sur la même situation. Quand par exemple, maman t'aide à te consoler, à quel point es-tu satisfait, à quel point ça t'aide? Parce que parfois, on a beau avoir toute l'envie du monde d'aider quelqu'un, on n'y arrive pas forcément. Et donc le jeune avait pour mission de me dire, ça marche plutôt bien quand on aide à me consoler, ou non, ça marche pas trop, mais je préfère être seule et ça me convient. Donc voilà, on passait différents scénarios, différentes situations plutôt en revue. Et à chaque fois, l'idée, c'était qui est disponible pour toi et à quel point l'aide qu'on t'apporte t'aide. Pour s'aider, les jeunes pouvaient utiliser la série d'images que vous voyez ici concernant la satisfaction. Et bien sûr, pendant tous les entretiens, on allait adapter notre langage en fonction de chaque jeune.
On a utilisé les scores de disponibilité et de satisfaction des deux groupes, des utilisateurs et des non-utilisateurs. On a obtenu des moyennes et on a comparé ces moyennes. On a donc les moyennes des scores des utilisateurs concernant la disponibilité, des scores des non-utilisateurs concernant toujours la disponibilité, et même chose concernant la satisfaction. Il n'y avait pas de différence significative entre les utilisateurs et les non-utilisateurs concernant les scores de disponibilité. Vous voyez là, on a des scores de 12 pour les deux groupes. Ainsi, l'usage des réseaux sociaux n'est pas apparu comme un moyen d'élargir son réseau de personnes disponibles pour avoir de l'aide. Notons que les scores, de manière générale, sont plutôt bas, puisque c'est une échelle qui va jusqu'à 54. Là, on voit que les scores sont à 12. Néanmoins, les scores de satisfaction sont plutôt bons, puisque l'échelle va jusqu'à 20, et là, on a des scores de 14 et de 18 en moyenne. Et on remarque d'ailleurs que les utilisateurs sont plus satisfaits concernant leur soutien social que les non-utilisateurs. Cette différence est statistiquement significative. Concernant cette fois les entretiens, on a obtenu 3 grands thèmes majeurs, à savoir la perception des bénéfices en ligne, la perception des risques et les stratégies liées à la sécurité. Concernant la perception des bénéfices, donc un grand thème majeur dans nos entretiens, il y a plusieurs sous-thèmes dont je vais vous citer quelques exemples. D'abord, les jeunes il était satisfaisant de créer en ligne pour s'exprimer. Ils aimaient aussi faire des nouvelles rencontres ou encore aider les autres. Concernant cette fois les risques, ils exposaient le risque d'être exposés à des contenus non désirables. Donc le fait qu'ils se connectent en ligne et ils tombent sur un contenu qu'ils n'avaient pas forcément envie de voir. Ils ont expliqué aussi qu'ils avaient une vision plutôt négative des autres internautes en ligne. Et également, ils ont expliqué que parfois, ils trouvaient qu'ils passaient beaucoup trop de temps en ligne et qu'ils n'avaient pas toujours la facilité à le gérer. Et justement, face à ces risques, ils ont exposé plusieurs stratégies. Les stratégies étaient par exemple ne pas répondre à un individu qui nous contacte, qui ne nous intéresse pas, stopper un échange par exemple en le bloquant en ligne, ou encore gérer son temps en regardant de temps en temps ses paramètres dans son téléphone et en voyant qu'on a passé 4 heures sur son téléphone par exemple aujourd'hui. Je vous propose de passer en revue quelques-uns de ces thèmes, avec à chaque fois des exemples issus des entretiens. Pour commencer, voici un exemple de bénéfice en ligne dans le sous-thème « Faire de nouvelles rencontres ». De manière générale, les participants expérimentent les nouvelles rencontres en ligne qui sont qualifiées positivement. Pour faire de nouvelles rencontres, les participants vont en fait chercher des profils en ligne, voir si les profils leur plaît et évaluer si la personne est, je cite, gentille ou méchante. Par exemple, voici un échange avec une femme de 19 ans. Donc, ça t'est déjà arrivé de te faire une copine ou un copain sur les réseaux sociaux? Moi, petit à petit, j'étais devenue copine avec. Et du coup, comment tu te sentais à ce moment-là? Bah bien, je me suis dit au moins il y a quelqu'un qui discute avec moi. Je ne suis pas seule. Quelques participants apparaissent comme plus hésitants vis-à-vis de ces nouvelles rencontres. Enfin, une minorité de participants sont très méfiants à l'idée de ces rencontres en ligne, tel qu'un homme de 18 ans dont je vais vous lire les propos. Est-ce que tu trouves que rencontrer quelqu'un avec qui tu parles sur TikTok, par exemple, le rencontrer dans la vraie vie, c'est bien ou mauvais pour toi? On va dire un peu les deux. Pourquoi c'est mauvais et pourquoi c'est bien? Ben, bien parce qu'on se fait des nouveaux amis, et mauvais si on trouve ce gars-là, s'ils ne sont pas corrects avec les enfants. Ah, tu veux dire si c'est quelqu'un qui est mal attentionné envers toi et envers les enfants? Ouais, voilà. Ensuite, voici un exemple de risque mentionné par les participants concernant les agressions. Je vous présente un exemple d'un échange avec un jeune de 19 ans. Et qu'est-ce que tu as fait justement quand cet ami t'a demandé plusieurs fois de l'argent? Ben, exactement, il demandait de l'argent. Ah, tu as combien? Ah, il est où? Moi, comme un bête, je lui disais. Il profitait de moi, et du coup. Et du coup, tu lui répondais? Oui, souvent, je lui répondais. Tu lui disais quoi? Je lui disais où il était. Donc là, vous comprenez que le participant explique à la personne qui lui demande où se trouve son argent. Ça devait certainement être du coup quelqu'un qu'il connaissait également dans la vie réelle. Les participants sont souvent hésitants concernant les demandes d'argent en ligne. Certains soulignent qu'on ne sait pas si la personne ment. Par exemple, lorsqu'elle demande de l'argent en ligne pour aider un proche, parce que c'est vraiment pour aider un proche, les participants ne savaient pas non plus si la personne va garder ou rendre cet argent. Ces incertitudes peuvent rendre difficile la gestion de ces demandes. Concernant les stratégies adoptées par les internautes concernant la sécurité, ils expliquent avoir fait appel ou qu'ils feraient appel à un adulte.
en cas par exemple de harcèlement, de demande de photos nues, de réception d'une vidéo violente, que ce soit eux-mêmes qui vivent la situation ou si la situation est vécue par un ami. Voici un exemple d'une femme de 16 ans qui nous en dit un peu plus à ce sujet. Pourquoi tu choisirais d'en parler à un adulte si un ami a un problème sur les réseaux sociaux? Parce qu'ils ont ils sont plus souvent que nous, quoi. Comment dire ça? Il y en a qui ne comprennent rien. Il y en a si. Mais tu te sens en sécurité au moins. Je sais que si c'est un adulte, il n'y aura aucun danger. Les résultats de certains thèmes sont apparus lors de l'analyse comme dichotomiques, notamment concernant les motivations à utiliser les réseaux sociaux et l'intérêt porté aux inconnus en ligne. En conséquence, nous avons choisi a posteriori d'explorer les différences de perception en catégorisant les participants selon leur profil d'utilisateur des réseaux sociaux, d'après leur discours. Ainsi, nous avons distingué les internautes qui se tournent uniquement vers leur entourage, c'est-à-dire des personnes qu'ils connaissent dans la vie réelle, de ceux qui interagissent avec un réseau plus large qu'on va appeler les utilisateurs tournés vers l'extérieur. Les premiers avaient un compte privé, c'est-à-dire que seuls les contacts qu'ils avaient acceptés en ligne voyaient leur contenu en ligne. Ils ressentaient le besoin de faire de nouvelles rencontres, mais ne l'avaient pas expérimenté. Ils n'avaient pas non plus rencontré des internautes inconnus en ligne dans la vie réelle. Les seconds, donc les personnes tournées vers l'extérieur, avaient souvent un profil dit public, c'est-à-dire que tout le monde pouvait voir leur contenu en ligne, ou au moins ils avaient certaines publications qu'ils avaient mis en mode public. Ils avaient expérimenté le fait de rencontrer des inconnus en ligne, et parfois ces rencontres s'étaient étendues dans la vie réelle pour des motivations qui étaient de mieux connaître la personne, ou encore, je cite, pour tomber amoureux. Dans le cadre des entretiens, nous avons eu l'occasion d'échanger sur les émotions des participants ressenties à la vue des scénarios. Dans le sous-thème de la joie, nous retrouvons des activités appréciées en ligne, comme l'expression, le maintien et la recherche de relations sociales. De plus, plusieurs participants expriment se sentir contents d'avoir réussi à échanger en ligne sur des sujets délicats qu'ils ne parvenaient pas à évoquer dans la vie réelle. Les réseaux sociaux pourraient ainsi atténuer en fait certains défis qui existent dans la vie réelle, comme la timidité qui est souvent soulignée par les participants. Notons cependant que la préférence du cyberespace comme lieu de communication plutôt que la vie réelle ne fait pas l'unanimité des participants et concerne en fait la moitié d'entre eux. Le sous-thème de la colère et de la tristesse révèle une certaine empathie des participants qui sont impactés par des vidéos violentes postées dans le cyberespace, voire révoltés face à ce type de contenu. Ils se sentent également tristes quand un proche qui ne va pas bien se confie à eux en ligne. La question est maintenant de savoir dans quelle mesure les participants, et les jeunes en général, utilisateurs des réseaux sociaux, comme les plus âgés, sont impactés par ces situations. Est-ce qu'ils arrivent à gérer leurs émotions? Est-ce qu'ils disposent du soutien social nécessaire en cas d'exposition? Les expériences impliquant des interactions avec des inconnus suscitaient des émotions contrastées. Gêne, joie, peur. Les participants semblaient partager entre leur méfiance envers les inconnus et leur désir de relations sociales. Durant les entretiens, plusieurs participants ont mentionné qu'ils utilisaient les réseaux sociaux, principalement quand ils n'avaient rien à faire. Les discours des jeunes présentant un trouble du développement intellectuel révèlent néanmoins que leur motivation sociale prime sur celle liée à l'ennui. En fonction des motivations de chaque jeune, l'accompagnement pourrait être ajusté. Par exemple, pour la minorité des jeunes, qui est principalement motivée par l'ennui, il s'agit de se questionner sur la diversité d'activités occupationnelles dont les jeunes savent se saisir. On pourrait avoir un entretien avec le jeune et savoir un petit peu comment tu t'occupes quand tu n'as rien à faire, est-ce que tu arrives à trouver des occupations, ou au contraire, est-ce qu'en fait, utiliser les réseaux sociaux, c'est plutôt par manque d'occupation que par choix. C'est une question qui serait à explorer avec ces jeunes. Du coup, ça implique de savoir déjà par quoi ils sont motivés quand ils sont en ligne. Parmi les jeunes motivés par des raisons sociales, au vu des différences de profil d'utilisateurs qu'on a mis en évidence, il faudrait d'abord savoir si les jeunes accompagnés souhaitent plutôt se faire de nouveaux amis en ligne ou plutôt rester en contact avec leurs proches. Parmi les jeunes tournés vers l'extérieur, donc ceux qui ont une motivation plutôt à se faire de nouveaux amis, il faut spécifiquement s'intéresser à la sécurité, puisqu'en fait, ils ne vont pas être exposés aux mêmes risques que les jeunes qui discutent uniquement avec leur entourage.
Il serait également pertinent de se demander si les jeunes qui limitent leur interaction à leur entourage le font par choix ou par crainte, au vu du mélange des émotions qu'on a vues ensemble, la joie, la peur, qui ont été révélées dans les discours sur les rencontres en ligne. En conclusion, les réseaux sociaux pourraient être un canal pour recevoir du soutien social de la part des personnes qui sont déjà disponibles hors ligne. Les motivations, usages et perceptions diffèrent d'un internaute à l'autre. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas imposer une vision commune à l'ensemble des internautes en situation de handicap. Comme pour les jeunes au développement typique, nous soulignons l'importance de prendre en compte l'individualité de chaque internaute, qu'il soit plus jeune, adulte, et peu importe sa situation de handicap ou son développement dit typique. Il convient aussi de prendre en compte sa famille et de favoriser des discussions ouvertes ainsi que l'élaboration de règles co-construites, puisqu'en fait, les règles co-construites, elles vont être plus faciles à être elles vont plus facilement respectées par les jeunes qui vont se sentir impliqués dans ce projet. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Marion pour le temps de présentation, pas forcément évident comme exercice, puis en plus avec un public qu'on ne voit pas. Je te propose de passer à côté de moi pour la petite session de questions que j'ai préparée à ton attention. Durant ta présentation, tu as beaucoup parlé de jeunes. Est-ce que c'est duplicable à une population adulte? Alors, donc notre étude, en effet, elle a été faite auprès de jeunes, donc en moyenne âgés de 16 ans. Et comme je vous disais, qui présentent un trouble du développement intellectuel sans trouble du spectre de l'autisme associé. C'est-à-dire que, forcément, dans mes conclusions, il faut que je parle de la population que j'ai étudiée, puisque je ne peux pas savoir pour les autres. Du moins, je ne peux pas savoir avec certitude. Néanmoins, ça n'implique pas que tous les conseils, toutes les préconisations qu'on va pouvoir discuter maintenant ou qui ont été présentées avant ne fonctionnent pas pour la population en situation de handicap adulte. C'est plus qu'on va devoir prendre des précautions pour être juste. Et donc, je dirais que forcément, c'est un peu plus démontré chez les jeunes puisqu'on a une étude à ce sujet. Et ça n'implique on peut tout de même se saisir de ces préconisations pour accompagner les adultes. Ouais, donc ton avis de chercheuse, c'est que c'est pas forcément officiellement duplicable, mais en attendant, les principes se valent. Oui, c'est-à-dire qu'on peut s'en saisir et puis aussi tester. Aussi, je pense que c'est aussi aux professionnels de voir avec quels conseils ils se sentent à l'aise et puis d'essayer de voir auprès de la personne est-ce que c'est quelque chose de bénéfique pour la personne qui l'accompagne, au vu de l'individualité de chacun. Ça marche. Tu disais que les utilisateurs sont plus satisfaits, du moins dans l'étude, que les non-utilisateurs par rapport au soutien social. Et pourtant, on entend beaucoup de choses. Il y a des avis sociétaux sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose que tu as dû explorer. Oui. En fait, cette étude, justement, on l'a choisie parce que on voulait explorer à la fois les risques et à la fois les bénéfices. Et c'est vrai que dans la société, on souligne toujours beaucoup les risques sur les réseaux sociaux. Et forcément, ça nous marque particulièrement parce qu'ils sont indéniables, hein, j'en suis tout à fait consciente. Mais voilà, il y a aussi le fait que, en fait, on ne s'est pas intéressé aux bénéfices. Et c'est pas pour autant qu'ils n'existent pas. Et cette étude, c'est vrai qu'elle met en évidence que les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux et qui ont participé généreusement à notre travail, ils se montrent en fait statistiquement, significativement plus soutenus socialement que les personnes qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. Ce qui n'enlève pas les risques, j'en suis consciente. Et donc là, justement, l'idée, ça va être comment les accompagner pour maximiser les bénéfices et minimiser les risques. Et donc concrètement, quels vont être les avantages de l'utilisation des réseaux pour une personne qui a un trouble du développement intellectuel? Avantages très pratiques. Alors l'avantage, du coup, ça va être d'être plus satisfait du soutien qu'il reçoit. D'après notre étude, du moins, si notre étude se montre vraie sur un public plus large. C'est-à-dire que, vous voyez, quand je parlais de la mesure du soutien social, j'expliquais que, par exemple, dans le soutien social, il y a une question qui est as-tu des personnes disponibles pour toi, pour te consoler quand tu es triste? L'idée, ça ne va pas être que la personne qui utilise les réseaux sociaux, elle va avoir 14 personnes disponibles pour l'aider, alors que la personne qui n'utilise pas en aura 4. C'est pas ça l'idée. De plus, c'est des moyennes, hein, je le rappelle. C'est plutôt que, en fait, d'après notre étude, les réseaux sociaux vont offrir un canal supplémentaire pour avoir du soutien. Donc, c'est peut-être les mêmes personnes, en fait, qui vont se montrer disponibles pour la personne, pour la consoler, par exemple, pour d'autres situations comme la demande de conseil ou autre. Mais c'est plutôt qu'elle va pouvoir, en plus, le faire via les réseaux sociaux. On va pas se le cacher, c'est quand même pratique quand on a besoin d'être consolé, d'envoyer un petit message plutôt que de traverser la France si on a un ami qui habite dans le sud, par exemple. Donc voilà, c'est plutôt un nouveau canal pour recevoir du soutien
et le bénéfice serait plutôt là pour les utilisateurs. Et puis dans le mode d'interaction, on n'est pas obligé de répondre tout de suite, ça peut être Exactement. facilitateur. Facilitateur surtout pour la population en situation de handicap, puisque je pense que ça peut être une population qui est peut-être plus exposée à l'anxiété sociale et ça peut être facilitateur en fait de pouvoir utiliser les réseaux sociaux. On n'a pas la personne en face à face, ce qui peut être facilitant parfois. On peut prendre 5 minutes si on a envie de répondre en 5 minutes et écrire notre message après 3 tentatives, voire demander à ChatGPT de nous aider à écrire le message. Vous voyez, on a plein de possibilités qu'on n'a pas en fait dans la vie réelle. Et puis également, toute cette logique des déplacements qui est quand même pas facile pour les personnes en situation de handicap. C'est pas facile d'aller prendre le bus pour aller voir ses familles. C'est pas facile d'aller prendre le tram ou le train, etc. Parfois, on a besoin d'un accompagnant, ce qui implique que l'accompagnant soit disponible également. Et oui, les réseaux sociaux, en fait, vont lever certaines contraintes spatiales. Les professionnels peuvent parfois peut-être avoir l'impression de toucher à une sphère privée. Donc, comment faire? Est-ce qu'on peut accompagner sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des guidelines, j'oserais dire? C'est vrai que c'est un sujet vraiment délicat, voire éthique en fait, ou institutionnel, je dirais même. Je pense que pour les professionnels, la première condition, c'est de se sentir à l'aise avec le sujet, puisque c'est quand même quelque chose qui est en perpétuelle évolution. On voit bien des différences générationnelles, même entre, je sais pas moi, ma soeur qui a 2 ans de moins que moi et moi, il y a une différence déjà générationnelle. Donc je pense qu'il faut se sentir à l'aise avec le sujet. Donc c'est-à-dire qu'il faut se sentir à l'aise pour aider aussi les jeunes en situation de handicap. Et après, je pense que ça peut être aussi, pour certains professionnels, le moyen de s'en saisir. Voilà, peut-être qu'il y a un professionnel qui va être plus à l'aise pour aider les jeunes dans l'accompagnement au déplacement, et puis il y a un autre professionnel qui va être plus à l'aise pour accompagner les jeunes sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça implique également aussi de travailler avec la famille. Et c'est là aussi que peut-être ce serait intéressant de mettre en place ça au niveau institutionnel pour qu'en fait tout le monde avance dans la même direction. Parce que les médiations parentales, donc la façon d'accompagner les jeunes, que ce soit par les parents ou par les professionnels, elle peut être très diversifiée. Et peut-être que parfois, si on est en désaccord avec les parents, ça peut donner des directives dans tous les sens pour les jeunes, ce qui n'est pas facile à suivre. Oui, puis il me semble que dans la discussion de ta thèse, j'avais lu que quand on demandait justement aux jeunes qui était aidant par rapport aux réseaux sociaux, c'est souvent les parents qui reviennent dans leur discours avant même les professionnels. Et il y a peut-être aussi, je crois avoir vu qu'il y avait aussi des facilités peut-être pour les parents d'accompagner en fonction de eux, de leur degré de maîtrise, c'est ça? C'est tout à fait ça. En fait, il y a une étude qui a été menée à l'échelle européenne, beaucoup plus grande étude que celle qu'on a fait, qui a montré que, en fait, plus les parents se sentaient compétents eux-mêmes sur les réseaux sociaux, sur Internet, donc en tant qu'utilisateurs, plus ils se sentaient compétents aussi pour aider le jeune et plus pour en fait aider le jeune ou moins jeune, leur enfant. Puis en fait, ils allaient adopter plutôt une stratégie qui était ouverte. Donc la co-construction de règles, le fait de discuter ensemble, plutôt que de restreindre. Donc la restriction, ça va plutôt passer par le fait de mettre des limites horaires, le fait d'interdire certaines activités, etc. Donc plus le parent se sent compétent en tant qu'utilisateur, plus il va avoir des stratégies assez ouvertes en fait pour accompagner son enfant, enfin, pour l'âge de l'enfant. Et donc ça, il y a eu des tests au niveau de l'efficacité de ces différentes médiations? Oui, alors en fait, c'est une étude du coup de Livingston, si jamais certains veulent aller voir. Et en fait, cette étude montre que, alors que j'essaie de me souvenir, ah oui, en fait, ils avaient mesuré le nombre de bénéfices et le nombre de risques en ligne en fonction des médiations parentales qui avaient été mises en place, donc c'est-à-dire en fonction de l'accompagnement qui a été mis en place. Et ils montraient que quand on était très restrictif, oui, il y avait moins de risques, mais il y avait aussi beaucoup moins de bénéfices en ligne. Et il y avait aussi un risque qui était que les personnes qui souhaitent utiliser les réseaux sociaux ou autres choses sur Internet le fassent dans votre dos. Puisqu'il y a tellement de restrictions, du coup, le jeune, surtout les adolescents, vont se saisir des outils qu'ils ont très envie d'utiliser, et notamment au vu aussi de leurs besoins sociaux, qu'on a souligné tout à l'heure. Donc voilà, donc ça, en fait, ils vont avoir une moins bonne maîtrise des risques. Donc peut-être qu'ils vont être moins exposés aux risques sur le coup, à court terme, mais à long terme, ils vont finir par y aller sur les réseaux sociaux ou sur d'autres sites Internet. Et en fait, ils n'auront pas eu toutes ces années pour en fait acquérir une certaine compétence de stratégie de gestion des risques. Donc l'idée, je pense que ça va plutôt être d'accompagner en étant très ouvert, dans le sens ouvert à la discussion. Donc, je dis pas qu'on va tout autoriser, mais plutôt co-construire des règles en expliquant aux jeunes que voilà, pourquoi ce contenu-là n'est pas bon pour lui. En fait, s'intéresser beaucoup à la compréhension pour qu'il intègre les règles, qu'il soit OK avec ça, et qu'en fait, il soit exposé de plus en plus de contenu.
le taux qui soit totalement interdit, puis quand il est un peu plus grand ou qu'il y a un peu plus de liberté, là, il y a tout Internet et sans avoir jamais appris en fait aucune stratégie. Donc voilà l'idée de cette étude. Merci. Et donc, tu disais que les jeunes avaient passé des entretiens. Est-ce qu'il y avait des incohérences entre les propos qui étaient rapportés par les jeunes et leurs pratiques réelles? Oui, alors, donc là, je pense que ça touche à un sujet qu'on a voulu vraiment explorer. C'est-à-dire que dans les études précédentes qui ont été menées dans la littérature, c'était l'étude de Locke, Martenson, Gaspard, avec Jeanne Bégo aller voir. L'idée, c'était que, en fait, les jeunes avaient vraiment une connaissance théorique des stratégies à mettre en place. La connaissance théorique, ils l'ont quand même plutôt bien. C'est-à-dire que, ah oui, j'ai ça, ce problème-là, aucun souci, je bloque la personne. J'ai ce problème-là, aucun souci, je réponds plus. Sauf qu'en fait, dans la pratique, forcément, ils sont très motivés et ils ont des besoins sociaux comme tout à chacun. Et du coup, parfois, ils se disent non, mais j'ai quand même envie de tenter parce que si j'ai un bénéfice derrière cette situation-là, il sera vraiment grand ce bénéfice. Et donc voilà, donc il y a vraiment une différence entre la connaissance théorique et l'application des stratégies. Et c'est pour ça qu'on a mis en place du coup des entretiens où il y avait des scénarios parce qu'en fait, on voulait se rapprocher le plus possible de la vie réelle. Et c'est là aussi que, vous voyez, quand on adopte une stratégie qui est plus ouverte, plutôt dans la discussion, on a peut-être une petite chance que le jeune, le jour où il y a un doute, il vienne nous voir avec son téléphone et il vienne nous montrer ah bah, j'ai reçu ça, qu'est-ce que t'en penses, quoi. C'est une escroquerie ou pas, par exemple. Vous voyez, vu qu'on a vu que l'escroquerie, c'était difficile à répondre pour ces personnes. Ça marche. Donc, grand intérêt à bosser autour. Bah, écoute, Marion, merci beaucoup pour ta présentation, pour ce temps d'échange.